vous déchérite. Le jour où Conan Assoumou a signé les papiers qui effaçaient les noms de ses 3 filles de son testament, il souriait. Il était convaincu d'avoir pris la décision la plus sage de sa vie. Il était convaincu d'avoir sauvé son nom. Il était convaincu d'avoir construit quelque chose d'éternel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le secret qu'il portait depuis 30 ans allait détruire tout ce qu'il avait construit. Pas par un ennemi, pas par un étranger, mais par la vérité elle-même, qui avait attendu patiemment son heure. Et cette heure était presque arrivée. Bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, je veux vous demander quelque chose de simple. Si vous regardez cette vidéo depuis Abidjan, depuis Dakar, depuis Paris, depuis Montréal ou depuis n'importe quel coin du monde, dites-le moi dans les commentaires. Écrivez votre ville, votre pays, dites bonjour. Chaque commentaire m'aide à grandir et à continuer à vous apporter ces histoires. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne rater aucune histoire, et aimez cette vidéo. Ça ne coûte rien mais ça veut dire beaucoup. Maintenant, installez-vous confortablement. Cette histoire va vous remuer. Dans une ville côtière où les bougainvilliers envahissent les murs des grandes villas et où l'odeur de la mer se mêle toujours à celle des repas du soir, il existait une maison que tout le monde connaissait. On l'appelait la maison Assoumou. Pas une maison ordinaire. Un symbole. Une forteresse de béton blanc, de parquets cirés, de portraits encadrés et d'une réputation construite sur plusieurs décennies de travail acharné. Conan Assoumou avait commencé avec rien. Littéralement rien. Un père pêcheur, une mère qui vendait du poisson fumé au bord de la route, et une rage au ventre qui ne l'avait jamais quitté. À 22 ans, il avait quitté son village avec 1000 francs dans la poche et l'obstination d'un homme qui refuse d'accepter son sort. À 40 ans, il possédait 3 entrepôts, 2 immeubles de bureaux, une flotte de camions de transport, et des parts dans une société d'import-export qui s'étendait jusqu'à 3 pays voisins. Les gens l'appelaient le lion. Pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il était majestueux, puissant, et parce que tout le monde savait que son territoire n'était pas à toucher. Il avait épousé Rosalie à 28 ans. Rosalie, qui était belle comme une nuit de pleine lune, qui avait une voix douce et un regard capable de calmer les tempêtes. Rosalie, qu'il avait aimée quand il n'était encore personne. Qui avait dormi sur des nattes, mangé du riz sans sauce les soirs difficiles, et qui avait cru en lui avant même qu'il croie en lui-même. Ensemble, ils avaient eu 3 filles. Amara, l'aînée. Sérieuse, brillante, une tête faite pour les chiffres et les stratégies. Elle avait hérité du regard de son père et de la patience de sa mère. À 25 ans, elle gérait déjà les comptes de l'entreprise familiale avec une précision qui impressionnait même les experts comptables les plus chevronnés. Bintou, la deuxième. Celle qui ne parlait pas beaucoup mais observait tout. Celle dont le sourire rare valait plus que 1000 discours. Juriste de formation, elle connaissait les lois comme elle connaissait le chemin de la cuisine. Par cœur, dans l'obscurité, les yeux fermés. Et Fatou, la Benjamine. Fougeuse, créative, passionnée. Celle qui avait monté une petite boutique de tissus africains à 20 ans et l'avait transformée en une marque reconnue avant même d'avoir son diplôme. Celle que son père regardait parfois avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté, avant de se rappeler que la fierté, dans sa logique, était réservée aux fils. Car Conan Assoumou avait une conviction. Une conviction gravée dans son os, plantée dans sa chair, nourrie par des années de tradition, de conversations avec les anciens, de rêves dans lesquels il voyait son nom gravé sur une plaque, transmis de génération en génération, porté haut par un homme. Un homme. Pas une femme. Un homme. Il le disait sans honte. Il le répétait sans gêne. Mon nom doit survivre à ma mort. Et mon nom ne peut survivre que par un fils. Le problème, c'est que les 3 enfants que Dieu lui avait donnés étaient tous des filles. Et ça, Conan Assoumou ne l'avait jamais accepté. Pas vraiment. Les premières années, il avait fait semblant d'être en paix avec ça. Il les avait envoyés à l'école, payé leurs études, organisé leurs fêtes d'anniversaire. Mais les gens qui vivaient dans cette maison savaient. Rosalie savait. Les domestiques savaient. Même les filles, qui grandissaient, comprenaient progressivement ce regard particulier que leur père posait sur elles. Ce regard qui disait, sans jamais le formuler vraiment, « Vous n'êtes pas ce que j'attendais ». Amara avait eu 12 ans quand son père avait reçu un associé à dîner. Cet associé avait amené son fils, un garçon de 10 ans à peine, turbulent, qui avait renversé un verre sur la nappe blanche. Et Conan avait ri. Il avait ri d'un rire chaud, paternel, complice. Amara n'avait jamais oublié ce rire. Parce que la semaine d'avant,
Elle avait renversé accidentellement du jus d'orange sur des documents sur le bureau de son père. Et il l'avait regardé avec une froideur qui l'avait pétrifiée pendant 3 jours. Ce n'était pas la même chose. Elle le savait. Elle n'avait pas les mots pour l'expliquer, mais elle le savait dans son corps. Les années passaient. Les filles grandissaient. Et le silence de leur père sur l'avenir de l'entreprise devenait de plus en plus pesant, comme un nuage qui ne se décide pas à pleuvoir. C'est à ce moment-là qu'est arrivé Eric. Eric Kwaku, le fils du cousin éloigné de Conan, venu d'une ville de l'intérieur du pays avec une valise usée et des yeux qui brillaient d'une ambition que beaucoup confondaient avec de l'intelligence. Il avait 22 ans, un diplôme de gestion d'une université régionale, et il avait frappé à la porte de la maison Asumu avec une lettre de présentation de sa mère, qui suppliait Conan de donner une chance à son fils. Conan avait ouvert la porte ce jour-là avec un sourire que sa propre femme ne lui avait pas vu depuis longtemps. Parce qu'Eric était un garçon. Et pour Conan, ça suffisait. Il l'avait installé dans la maison, dans la chambre du fond, celle avec vue sur le jardin. Il l'avait présenté aux équipes comme le jeune homme de la famille qui allait apprendre le métier. Il lui avait offert des vêtements, un téléphone, une voiture au bout de 6 mois. Et progressivement, insidieusement, il avait commencé à inclure Eric dans des réunions dont ses propres filles étaient exclues. Amara continuait de gérer les comptes. Bintou continuait de s'occuper des contrats. Fatou continuait de développer la petite branche textile que personne ne prenait vraiment au sérieux sauf elle. Mais aucune d'elles n'était assise à la table quand son père parlait d'avenir, de succession, de ce que le groupe Asumu allait devenir dans 10 ans. Eric, lui, était là. Toujours là. Rosalie avait essayé de parler à son mari. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Avec douceur d'abord. Puis avec une fermeté qui l'avait surprise elle-même. Conan, tes filles ont tout ce qu'il faut pour prendre la relève. Amara connaît ces chiffres mieux que toi. Rosalie, tu ne comprends pas ces choses-là. Bintou a évité 3 procès cette année grâce à sa vigilance. Tu le sais. Bintou va se marier. Elle va porter le nom d'un autre. Et si elle ne se marie pas? Toutes les femmes se marient. Rosalie s'était levée de table ce soir-là sans finir son repas. C'était la première fois en 28 ans de mariage qu'elle faisait ça. Mais Conan n'avait pas changé d'avis. Les hommes comme Conan ne changeaient pas d'avis. Ils appelaient ça de la faiblesse. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Rosalie venait de décider quelque chose ce soir-là. Une décision qu'elle n'avait jamais imaginé prendre. Une décision qui, des années plus tard, changerait tout. Les mois qui suivirent furent étranges dans la maison Asumu. Il y avait une tension nouvelle, fine comme une lame, invisible à l'œil nu mais présente dans chaque repas, dans chaque bonjour du matin, dans chaque soir où Eric descendait les escaliers en sifflotant pendant que les filles remontaient leur dossier sans un mot. Eric n'était pas méchant au sens brutal du terme. Il était quelque chose de plus dangereux que ça. Il était poli, souriant, attentionné en surface. Il disait « Tante Rosalie » avec une douceur calculée. Il ouvrait les portes. Il remerciait. Mais il observait tout, enregistrait tout, et chaque nuit, dans sa chambre vue sur le jardin, il faisait ses calculs. Il avait compris très vite ce que la maison Asumu représentait. Il avait compris la valeur des entrepôts, de la flotte de camions, des contrats avec les grandes surfaces. Il avait aussi compris quelque chose que Conan lui-même n'avait peut-être pas verbalisé clairement. Le vieux lion vieillissait. Ses pas étaient plus lents. Ses silences plus longs. Et ses rêves de descendance masculine lui mangeaient le jugement. C'est Bintou qui l'avait remarqué en premier. Elle avait découvert, par hasard, un document dans le bureau de son père. Elle cherchait un stylo, elle avait ouvert le mauvais tiroir, et ses yeux s'étaient arrêtés sur une page. Juste une page. Mais une page qui l'avait fait reposer le stylo et sortir du bureau en marchant trop lentement, comme quelqu'un qui essaie de ne pas courir. C'était une ébauche de testament. Pas le vrai, pas le final, mais une ébauche. Et dans cette ébauche, le nom d'Eric Kwaku était mentionné comme bénéficiaire principal des actifs opérationnels du groupe. Ses sœurs n'étaient pas absentes du document. Elles avaient droit à quelque chose. Des parts minoritaires. Des sommes d'argent fixées une fois pour toutes. Des miettes. Bintou n'avait rien dit ce soir-là. Elle avait mangé normalement, ri à une blague de Fatou, embrassé sa mère avant d'aller se coucher. Mais dans son silence, quelque chose s'était solidifié. Elle allait chercher la vérité. Pas pour se venger. Pour comprendre. Et ce qu'elle allait trouver dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Bintou avait commencé à poser des questions à sa mère. Pas directement. En biais,
avec la douceur de quelqu'un qui ne veut pas blesser mais qui ne peut plus faire semblant. Elle avait demandé des histoires d'enfance, des souvenirs, des noms. Elle avait demandé à voir des vieilles photos. Sa mère lui en avait montré, en souriant, en commentant chaque visage avec la tendresse des mères qui aiment raconter. Mais à un moment, Bintou avait posé une photo devant sa mère. Une photo trouvée dans une vieille boîte en fer au fond de l'armoire du couloir. Une photo en noir et blanc, un peu floue, datant de l'époque où Conan était encore jeune. On y voyait Conan, souriant, tenant un bébé dans les bras. Et derrière lui, une femme que Bintou ne reconnaissait pas. Rosalie avait regardé la photo longtemps. Trop longtemps. Ses mains s'étaient légèrement crispées. « C'est qui, cette femme ?» avait demandé Bintou doucement. « Une ancienne amie », avait dit Rosalie. « Et le bébé ?» Un silence. « C'est le bébé d'une ancienne amie. » Bintou avait regardé sa mère dans les yeux. Et sa mère n'avait pas soutenu son regard. Ce soir-là, Bintou n'avait pas dormi. Elle avait cherché. Elle était juriste, elle savait chercher. Elle avait commencé par les archives de l'état civil de la ville, ce vieux bureau poussiéreux où les actes de naissance dormaient sous des classeurs épais et des registres jaunis. Elle avait donné des dates approximatives. Elle avait cherché des noms. Elle avait passé 3 week-ends à feuilleter des pages avec la patience d'une archéologue. Et un samedi après-midi, sous une lumière qui entrait par une fenêtre à moitié cassée, elle avait trouvé quelque chose. Un acte de naissance. Daté de 32 ans en arrière. Un enfant né d'une femme prénommée Akissi et d'un père mentionné comme Conan Assoumou. Bintou avait relu la ligne 3 fois. L'enfant s'appelait Yao. Elle avait rangé ses affaires, remercié l'archiviste, et était sortie dans la rue sans savoir exactement dans quelle direction elle marchait. Son père avait un fils. Un fils qu'elle ne connaissait pas. Un fils que personne dans la maison ne connaissait. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que sa mère savait. Rosalie savait depuis le début. Depuis avant même que Bintou soit né. Rosalie avait vécu avec ce secret comme on vit avec une épine sous la peau, qui ne tue pas mais qui ne part jamais vraiment non plus. Elle l'avait appris la 2e année de leur mariage. Conan avait eu une liaison, brève, avec cette femme prénommée Akissi. Une liaison dont il lui avait parlé lui-même, avec la brutalité étrange des hommes qui confondent la confession avec l'absolution. Il lui avait dit qu'il avait un enfant avec cette femme. Un garçon. Et qu'il avait décidé de ne pas le reconnaître officiellement pour protéger leur mariage, pour protéger son nom, pour protéger l'image qu'il construisait. Il avait dit ça. Pour protéger notre mariage. Rosalie avait pleuré seule pendant une semaine. Puis elle avait décidé de continuer. Parce qu'elle aimait cet homme. Parce qu'elle avait cru que cette décision était définitive. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que Conan n'avait jamais complètement coupé les liens avec cette histoire. Parce qu'Éric Kouakou, ce jeune homme souriant qui sifflotait dans les escaliers, ce prétendu fils de cousin éloigné, était en réalité le fils de cette femme. Le fils de l'autre femme. Le fils que Conan avait mis de côté mais jamais oublié. Conan n'avait pas trouvé un héritier par hasard. Il avait fabriqué un héritier de toutes pièces. Il avait repris contact avec Akissi en secret, des années après, et lui avait proposé un arrangement. Éric viendrait vivre sous son toit, sous couvert de parenté éloignée, et hériterait de tout. Et Akissi, qui avait élevé cet enfant seul dans la difficulté, avait accepté parce qu'elle croyait que c'était pour le bien de son fils. Ce que ni Akissi ni Éric ne savaient, c'est que cet arrangement avait une condition silencieuse. Le vrai fils que Conan avait sur l'acte de naissance, Yao, ce même Yao né 32 ans plus tôt, n'était pas Éric. Yao était quelqu'un d'autre. Et Yao était introuvable. Ou du moins, c'est ce que Conan croyait. Bintou était retournée aux archives. Elle avait cherché Yao Assoumou. Et elle n'avait rien trouvé sous ce nom-là. Soit l'enfant avait été déclaré sous le nom de sa mère, soit les traces avaient été effacées, soit quelque chose d'autre s'était passé. Elle avait décidé de parler à sa mère. Vraiment parler. Pas par allusion. Directement. Elle était entrée dans la chambre de Rosalie un soir pendant que Conan était à une réunion. Elle avait posé la photo sur le lit. Elle avait regardé sa mère. « Maman. Je sais qu'il y a un enfant. Je sais qu'il s'appelle Yao. Je veux savoir ce qui s'est passé. » Rosalie n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait regardé sa fille pendant un long moment. Et dans ses yeux, Bintou avait vu quelque chose qu'elle n'attendait pas. Pas de la peur. Pas de la honte. Du soulagement. Rosalie s'était levée, avait fermé la porte à clé, et avait commencé à parler.
Ce qu'elle révéla ce soir-là changea tout. Oui, il y avait un Yao. Oui, il était né d'Akissi et de Conan. Mais Rosalie savait quelque chose que même Conan ne savait pas complètement. Akissi était morte quand Yao avait 3 ans. D'une maladie rapide, une de ces maladies qui ne laissent pas le temps de s'organiser. Et avant de mourir, Akissi, dans un ultime acte de courage, avait confié l'enfant à sa propre sœur, une femme tranquille qui vivait dans un village à plusieurs heures de la ville. Cette sœur avait élevé Yao comme son fils, sous son propre nom de famille. Yao avait grandi dans ce village, avait fait ses études là-bas, n'avait jamais rien su de son vrai père. Mais Rosalie savait où se trouvait cette sœur. Elle le savait parce qu'Akissi, avant de mourir, lui avait écrit une lettre. Une lettre longue, déchirante, dans laquelle elle demandait pardon à Rosalie pour ce qui s'était passé avec Conan. Et dans cette lettre, elle lui avait donné le nom du village, le nom de sa sœur, et l'adresse où son fils grandirait. Rosalie avait gardé cette lettre pendant 30 ans dans une petite boîte en bois sous son lit. Elle avait attendu le bon moment pour l'utiliser. Et ce moment, elle le sentait, était maintenant arrivé. Bintou et Amara avaient passé la nuit à parler à voix basse dans la chambre de leur mère. Fatou, qui était rentré tard, les avait trouvés là et s'était installé sans poser de questions, sentant l'urgence de la situation. Rosalie leur avait tout dit. Le secret, la lettre, Yao, Eric, la vérité sur ce que Conan avait fait. Amara avait écouté sans un mot, les yeux fixes, ses doigts qui pianotaient sur sa cuisse à intervalles réguliers, signe chez elle d'une pensée intense. Quand Rosalie avait fini, elle avait dit simplement « On a combien de temps avant la cérémonie ?» Car Conan avait annoncé quelque chose 2 semaines plus tôt. Quelque chose que la ville entière attendait. Il avait décidé d'organiser une grande cérémonie pour ses 60 ans. Un événement public, avec les notables, les associés, les amis, les anciens. Et lors de cette cérémonie, il allait officiellement présenter Eric comme son successeur et héritier. Un acte symbolique d'abord, mais qui serait suivi, quelques jours plus tard, d'une signature devant notaire. Il restait 3 semaines. 3 semaines pour retrouver Yao. Bintou était partie la première. Seule, avec l'adresse du village et le nom de la tante. Elle avait dit à tout le monde qu'elle partait pour des démarches professionnelles dans une autre ville. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Le village n'était pas sur les grandes cartes. Il fallait prendre une route nationale, puis une piste latéritique, puis marcher un peu. Bintou avait loué une voiture et conduit pendant 5 heures sous une chaleur qui distordait l'horizon. Elle avait trouvé la tante, une femme âgée aux mains marquées par le travail, qui l'avait regardée arriver avec une expression étrange, comme si elle avait attendu ce moment. « Vous venez pour Yao », avait-elle dit. « Pas une question. »« Oui. »« Il y a longtemps que j'attendais que quelqu'un vienne. » La tante s'appelait Adjoa. Elle avait élevé Yao avec tout ce qu'elle avait. Elle l'avait aimé comme un fils. Elle lui avait donné son nom de famille à elle, Conan, pas pour cacher les origines, mais parce que c'est ce qu'on faisait dans ce village quand on prenait un enfant sous son toit. Le nom de la famille d'accueil. Et Yao Conan, ignorant toute son histoire, était devenu enseignant. Il travaillait dans une école primaire à 2 heures de là. Il avait 32 ans. Il avait les yeux de son père. Bintou l'avait rencontré le lendemain. Elle lui avait apporté des mangues et s'était assise sous un arbre dans la cour de l'école pendant la récréation. Elle l'avait regardé parler aux enfants. Et quelque chose dans sa façon de se tenir, dans sa façon de rire, dans la façon dont ses mains s'animaient quand il expliquait quelque chose, lui avait serré le cœur. Elle lui avait dit qu'elle avait des choses importantes à lui révéler sur ses origines. Il l'avait regardée avec méfiance d'abord, puis avec une curiosité qu'il essayait de contrôler. « Je sais que je suis adoptée », avait-il dit. « Ma tante me l'a dit quand j'avais 16 ans. Elle m'a dit que ma vraie mère était morte. Mais mon père, elle n'a jamais voulu me dire qui c'était. C'est pour ça que je suis là. » Ce soir-là, sous la lumière d'une ampoule nue dans la maison de la tante Adjoa, Bintou avait posé la lettre d'Akissi sur la table. Yao l'avait lue lentement, sans rien dire. Il avait relu certains passages. Et quand il avait relevé les yeux, ils étaient brillants. « Conan Asumu », avait-il dit doucement. « Tout le monde connaît ce nom. C'est ton père. » Un long silence. « Et il ne me cherche pas. Non. Parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre pour jouer ce rôle. » Oui. Yao avait regardé la lumière de l'ampoule pendant un moment. Puis il avait dit quelque chose que Bintou n'avait pas attendu. « Je ne veux pas de son argent. Je ne veux pas de son empire.
Mais je veux regarder cet homme dans les yeux et lui demander pourquoi. » Pendant ce temps, à la maison Asumu, Eric sentait que quelque chose avait changé. Il ne savait pas quoi exactement. Mais l'atmosphère dans la maison était différente. Amara le regardait avec un sourire qu'il ne connaissait pas. Fatou le saluait avec une légèreté qui sonnait faux. Et Rosalie, qui était toujours silencieuse, semblait habituellement d'une sérénité particulière ces derniers jours. Il avait essayé de parler à Conan pour précipiter les choses. Il lui avait suggéré d'avancer la cérémonie, de signer les papiers plus tôt. Conan l'avait regardé avec un sourire amusé. La patience est la première qualité d'un homme de pouvoir, Eric. On fait les choses dans l'ordre. Eric avait souri aussi. Mais dans sa chambre ce soir-là, il avait appelé quelqu'un. Une conversation brève, à voix basse, dont on ne pouvait entendre que des bribes si on collait l'oreille à la porte. Amara, qui passait dans le couloir, s'était arrêtée une fraction de seconde. Elle n'avait rien entendu d'assez clair. Mais elle avait enregistré le ton. Ce ton nerveux, précipité, de quelqu'un qui donne des instructions. Elle avait continué son chemin. Et le lendemain matin, elle avait demandé à la comptable de vérifier discrètement si des documents avaient été modifiés ou déplacés dans les archives de l'entreprise. Ce que la comptable avait trouvé 3 jours plus tard avait fait monter la tension d'un cran supplémentaire. Plusieurs contrats portant la signature de Conan présentaient de légères anomalies. Des dates légèrement décalées. Des clauses ajoutées après coup, invisibles à l'œil non averti. Des modifications qui, si elles étaient activées au bon moment, transféraient le contrôle opérationnel de 2 des entrepôts à une société écran dont le nom n'apparaissait nulle part dans les registres officiels du groupe. Eric n'attendait pas l'héritage. Il était en train de le voler par anticipation. Bintou était rentrée avec Yao 2 jours avant la cérémonie. Elle ne l'avait pas amené directement à la maison. Elle l'avait installé dans un petit hôtel discret, avait réuni ses sœurs et sa mère en secret, et leur avait présenté l'homme qui, légalement et biologiquement, était leur demi-frère. La rencontre avait été étrange et émouvante à la fois. Amara lui avait serré la main longuement. Fatou avait pleuré un peu, puis avait ri de pleurer. Rosalie l'avait regardé pendant un long moment, les mains jointes sur ses genoux, et puis elle avait dit très doucement « Tu as les yeux de ta mère ». Yao n'avait pas répondu. Mais il avait fermé les yeux une seconde. Bintou avait posé tous les documents sur la table. L'acte de naissance original. La lettre d'Akissi. Le certificat de filiation qu'un avocat avait déjà commencé à préparer sur la base des preuves. Et les documents de fraude découverts par Amara, soigneusement annotés par Bintou elle-même. Elles avaient ensuite appelé leur notaire de famille, un homme indépendant de leur père, qui avait étudié les documents pendant 2 heures avant de dire « Si vous présentez ça devant le juge, vous avez une affaire solide. » La question restait entière. Quand ? Et comment ? Amara avait posé sa main à plat sur la table. La cérémonie de demain. Il a voulu faire de cette soirée un acte public. Très bien. Ce sera public pour tout le monde. La nuit avant la cérémonie fut la plus longue de la maison Asumu. Conan dormait, serein dans sa certitude. Il avait tout prévu. La salle était réservée depuis 2 mois, le traiteur était confirmé, les invitations avaient été envoyées au plus grand nom de la ville. Il allait se lever demain, mettre son plus beau costume, et offrir son nom à un successeur. Eric dormait aussi, mais d'un sommeil agité. Il avait mis en place ce qu'il devait mettre en place. Il n'avait plus qu'à attendre. Rosalie ne dormait pas. Elle était assise dans le salon dans le noir, une tasse de tisane entre les mains, et elle regardait le jardin par la fenêtre. Elle pensait à Akissi. Elle pensait à cette lettre gardée pendant 30 ans. Elle pensait à ses filles. Elle se demandait si elle avait eu raison de se taire si longtemps. Et dans sa chambre, Amara préparait l'enveloppe qu'elle allait remettre au notaire présent à la cérémonie. La grande salle était magnifique. Des lumières dorées, des nappes blanches, des fleurs partout. 300 personnes, les plus importantes de la ville et d'ailleurs. Le préfet était là. 2 anciens ministres. Des associés venus de pays voisins. Des journalistes qui avaient demandé à couvrir l'événement. Conan était entré sous les applaudissements, dans son grand boubou blanc brodé de fils dorés, majestueux, rayonnant. Eric marchait à sa droite, costume sombre, sourire poli. Les filles avaient été placées à une table légèrement en retrait, côté famille, là où on met les gens qu'on aime mais qu'on n'expose pas. Les discours avaient commencé. Les louanges, les histoires de réussite, les témoignages d'associés. Conan avait pris le micro et parlé pendant 20 minutes d'une voix forte et émue sur le chemin parcouru,
sur le sens de l'héritage, sur la responsabilité de transmettre quelque chose de grand. Et puis il avait dit, « Ce soir, devant vous tous, je veux présenter l'homme à qui je confie la continuité de ce que j'ai bâti. » Il avait regardé Eric. Et c'est à ce moment-là qu'Amara s'était levée. La salle avait été surprise. Personne n'avait prévu ça. Conan lui-même avait regardé sa fille avec une expression d'abord déstabilisée, puis progressivement froide. « Amara, assieds-toi. »« Papa, je suis désolé. Mais il y a des informations que ces personnes, ces témoins, ont le droit d'entendre avant que tu signes quoi que ce soit. »« Amara, il y a une question de légitimité. Et une question de fraude. » Le murmure dans la salle avait commencé comme un frisson. Conan s'était raidi. Bintou s'était levée aussi. Elle avait fait signe à quelqu'un au fond de la salle. Et Yao s'était avancé. Conan l'avait vu s'approcher depuis l'autre bout de la salle. Et quelque chose dans la façon dont cet homme marchait, quelque chose dans ses épaules, dans son port de tête, avait fait blêmir Conan Assoumou pour la première fois depuis des décennies. Parce qu'il reconnaissait cette démarche. Il avait vu cette démarche dans un miroir pendant 50 ans. Yao s'était arrêté à quelques mètres de lui. Et il avait dit, avec une voix calme qui traversait le silence de toute la salle, « Mon nom est Yao. Et j'ai un acte de naissance qui dit que tu es mon père. » Ce qui avait suivi était difficile à décrire. Conan n'avait pas effondré. Les hommes comme lui ne s'effondrent pas en public. Mais il avait vieilli en direct, là, sous les lumières dorées, devant 300 personnes qui retenaient leur souffle. Ses épaules s'étaient voûtées d'1 millimètre. Ses mains avaient cherché le bord de la table. Eric, lui, avait réagi autrement. Il avait d'abord essayé le calme. Puis, quand Bintou avait demandé au notaire présent dans la salle de prendre connaissance des documents sur la fraude au contrat, il avait changé de stratégie. Il avait parlé fort, accusé les filles de monter un complot, dit que c'était honteux, que c'était de la jalousie, que des filles dépassées par leur propre médiocrité cherchaient à détruire un homme qui leur avait tout donné. Et c'est là que Fatou, la Benjamine, qui n'avait presque pas parlé de toute la soirée, s'était levée. Elle avait sorti son téléphone. Elle avait lu, à voix haute et distinctement, la liste des transactions suspectes. Les montants, les dates, les sociétés écrans, les noms. Chaque chiffre tombait dans le silence comme une pierre dans une eau calme. Eric avait tenté d'interrompre. Le préfet lui avait demandé de se taire. Et dans ce silence qui suivit, Eric Kouakou avait compris que son château de cartes s'effondrait. Le notaire avait demandé la suspension de tout acte de succession jusqu'à vérification des documents. C'était dans ses attributions. C'était la procédure. Conan avait acquiescé d'un signe de tête, machinalement, comme quelqu'un qui n'est plus tout à fait là. Les invités avaient commencé à partir par petits groupes, dans des murmures que personne ne pouvait plus contrôler. Eric avait été raccompagné vers la sortie par 2 hommes qui travaillaient pour le cabinet d'avocats de Bintou. Pas arrêtés. Pas encore. Mais invités à ne pas quitter la ville. Et Conan et Yao s'étaient retrouvés face à face dans un coin de la salle vidée, sous une lumière qui baissait, dans le silence qui reste après les grandes catastrophes. Conan avait regardé cet homme pendant longtemps. Et pour la première fois en 60 ans de vie, il n'avait pas su quoi dire. C'est Yao qui avait parlé. « Je ne suis pas venu pour ton argent. Je ne suis pas venu pour ton nom. Je suis venu parce que j'avais besoin de te voir. De comprendre ce que ça fait, pour un homme, de regarder son propre sang et de décider que ça ne compte pas. » Conan n'avait pas répondu. « Ta réponse, je la connais déjà. Je l'ai lue dans tes yeux depuis que tu m'as vu entrer. » Il avait marqué une pause. « La honte. C'est ça que je vois. Pas du regret. De la honte. » Et il était parti. Les semaines qui suivirent furent longues et lourdes. Les enquêtes sur Eric avaient confirmé la fraude. Les sociétés écrans lui appartenaient. Les modifications de contrat avaient été faites depuis son ordinateur. Il avait profité de la confiance aveugle de Conan pour mener ses opérations en toute impunité, convaincu que le vieux lion ne regarderait jamais dans cette direction. Il avait sous-estimé les filles. Il avait été poursuivi. Pas seulement par la famille Assoumou, mais aussi par plusieurs partenaires commerciaux dont les contrats avaient été altérés. L'affaire avait occupé les tribunaux pendant plusieurs mois. Conan, lui, était tombé malade. Pas de maladie dramatique. La maladie silencieuse des hommes qui ont trop longtemps vécu en contradiction avec eux-mêmes. Une fatigue profonde, un essoufflement qui ne venait pas du corps mais de quelque chose de plus intérieur. Il avait rencontré Yao une 2e fois.
dans le bureau de leur notaire commun, pour les questions légales. Les deux hommes avaient été assis de chaque côté d'une table, et Conan avait dit, en regardant la table plutôt que son fils, « Ta mère t'a bien élevé. » C'était tout. Mais Yao avait entendu ce qu'il y avait derrière ces mots. Le testament avait été refait. Amara avait pris la direction opérationnelle du groupe. Bintou était entré au conseil d'administration avec des responsabilités juridiques élargies. Fatou avait obtenu les fonds pour développer sa branche textile et en faire une ligne officielle de la maison Assoumou. Yao avait refusé tout. Puis, après plusieurs conversations avec ses demi-sœurs, il avait accepté une chose, être reconnu. Que son nom soit officiellement lié à celui de son père. Pas pour l'argent. Pour sa mère. Pour Akissi, qui n'avait jamais demandé grand-chose mais qui méritait au moins que son fils soit reconnu. Ce fut fait. Et pour la première fois depuis des années, la maison Assoumou respirait différemment. Rosalie avait rangé la boîte en bois sous son lit dans une armoire cette fois. Elle avait gardé la lettre d'Akissi. Elle ne s'en séparera jamais. Ce papier jaunissant était la preuve que même dans les pires trahisons, la dignité des femmes silencieuses finissait toujours par peser plus lourd que le bruit des hommes puissants. La dernière fois que quelqu'un l'avait vue dans son jardin, elle taillait ses bougainvilliers en chantonnant doucement. Conan était assis dans un fauteuil sous l'ombre d'un manguier, les yeux mi-clos, un verre de bissap à la main. Il la regardait. Pas avec la fierté condescendante de l'homme qui regarde sa femme. Avec quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, à du regret, à de l'amour vieilli et transformé par les épreuves. Elle avait levé les yeux, l'avait vu la regarder, et avait continué de chanter. C'était peut-être ça, la justice. Pas fracassante. Pas tapageuse. Juste tranquille et durable, comme les racines d'un arbre que personne ne voit mais qui maintient tout. Je vais vous parler maintenant, à vous qui regardez cette vidéo. Cette histoire m'a touché profondément en la construisant, parce qu'elle parle de quelque chose de très humain. La peur de disparaître. Le besoin de laisser quelque chose de soi après sa mort. C'est une peur universelle, et je la comprends. Mais ce que Conan Assoumou a fait, c'est confondre le nom avec l'héritage. Il a cru que son nom ne pouvait vivre que dans un fils. Et ce faisant, il a raté l'évidence. Ses filles portaient déjà tout ce qu'il avait mis dans ce nom. L'intelligence, la rigueur, le courage, la combativité. Elles étaient lui, en mieux. Elles avaient pris tout ce qu'il avait de bien et laissé derrière ce qu'il avait de limité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est Rosalie. Cette femme qui a gardé un secret pendant 30 ans, non pas pour couvrir son mari, mais pour attendre le bon moment. Elle n'a pas cherché à détruire. Elle a protégé. Elle a élevé ses filles dans la dignité. Et quand la vérité a été nécessaire, c'est elle qui l'a rendue possible. Il y a aussi Yao. Un homme qui aurait pu arriver avec de la rage et de la revendication. Qui est arrivé avec quelque chose de plus difficile encore, une question sincère. Pourquoi ? Et ce pourquoi a fait plus de dégâts à Conan que n'importe quelle colère. Et Eric. On l'oublie facilement dans l'histoire, mais Eric n'était pas simplement un menteur. Il était le produit d'une situation que des adultes avaient créée autour de lui. Ça ne l'excuse pas. Mais ça rappelle que quand les grandes personnes jouent avec les arrangements secrets, ce sont souvent les enfants qui en portent les conséquences. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que personne n'a vraiment gagné, au sens spectaculaire. Conan a perdu sa belle construction. Eric a perdu sa liberté. Yao a trouvé un père mais pas de la façon dont un enfant rêve de retrouver le sien. Et les filles ont dû se battre pour ce qui aurait dû leur revenir naturellement. C'est pour ça que les vraies histoires humaines sont rarement des victoires propres. Elles sont des cicatrices et des apprentissages. Des familles qui se reconstruisent sur des fondations plus honnêtes. Des hommes qui apprennent trop tard des vérités qu'ils auraient dû accepter plus tôt. L'héritage de Conan Assoumou existe encore aujourd'hui, porté par 3 femmes qu'il avait essayé d'effacer et par un fils qu'il avait essayé d'oublier. C'est ce qu'on appelle la justice de la vie. Elle prend son temps. Mais elle arrive toujours. Maintenant, je voudrais savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire ? La trahison d'Eric ? La patience de Rosalie ? La dignité de Yao ? Ou peut-être le moment où Amara s'est levée dans cette salle ? Dites-moi dans les commentaires. Je lis tous les messages, vraiment tous, et vos retours nourrissent les prochaines histoires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. La prochaine histoire arrive bientôt.
Et elle va encore plus loin dans les profondeurs de ce que les familles gardent caché. À très bientôt.